Bonjour, je m'appelle Anis Marty-Micheli, je suis psychologue, j'ai aussi plusieurs formations complémentaires. J'ai travaillé longuement en milieu gériatrique et aujourd'hui je propose tout un ensemble de formations dans mon organisme qui s'appelle Forma PP. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la formation sur les troubles psychocomportementaux, donc c'est des troubles que l'on retrouve beaucoup en milieu hospitalier ou sanitaire et social. C'est aussi des troubles que nous pouvons retrouver à domicile, notamment chez des personnes âgées ou en situation de handicap, que ça soit un handicap mental suite à une déficience ou pour une maladie psychiatrique. Alors souvent les questions qui reviennent en haut du tableau, c'est qu'est-ce que c'est qu'un trouble psychocomportemental, euh, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on l'accompagne. Alors pour répondre à cette première question de manière assez simple et rapide, puisque tout cela sera approfondi pendant la session de formation sur les troubles psychocomportementaux. Un trouble psychocomportemental, c'est un comportement, une attitude qui vient trancher avec le comportement habituel d'une personne dans son quotidien. Cette attitude qui vient jurer un petit peu avec la norme de la personne arrive assez brutalement en général et va s'installer au fur et à mesure du temps. On ne peut pas parler de trouble psychocomportemental sur une ou deux journées. Il faut attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant vraiment de parler d'un trouble à part entière. Alors, il faut aussi faire extrêmement attention avec ce qu'on appelle un trouble psychocomportemental dans le sens où il y a cette notion de norme, à savoir que chaque personne a sa propre norme de référence. Autrement dit, il y a la norme groupale, la norme de la société. Par exemple, je suis française. En France, on a un certain type de normes sociales qui sont, alors jusqu'à il y a peu, se faire la bise pour se dire bonjour, se serrer la main, euh, boire l'apéritif entre amis, voilà, enfin, tout un tas de choses. En général, les Français boivent du vin. Voilà, tout un système de référence qui est assez propre au groupe. À côté de ça, il y a aussi les normes qui nous concernent, nous, en tant qu'individus, à proprement parler. Autrement dit, je suis née dans une famille avec son propre référentiel, avec son propre système socio-culturel. J'ai été éduquée d'une certaine façon et j'ai évolué dans un milieu socio-culturel que j'ai moi-même développé avec le temps et qui répond à un référentiel qui m'appartient à moi. Autrement dit, ce qui est bien ou mal pour moi ne l'est pas forcément pour mon interlocuteur. Ce qui signifie qu'une personne que j'ai en face de moi va peut-être avoir une attitude qui me dérange, moi, parce qu'elle ne fait pas partie de mon système de référence, mais qui, pour elle, est tout à fait acceptable, parce qu'elle fait partie de son propre système de valeurs et de référence. Pour vous donner un exemple assez grossier, il y a des familles ou des personnes qui apprécient parler des uns et des autres en utilisant des surnoms. Dans d'autres situations, dans d'autres familles, ça ne se fait pas du tout. Autre exemple, même si ça se fait beaucoup moins aujourd'hui et que ça se faisait beaucoup sur les générations précédentes, il était tout à fait habituel de vous voyer ses parents. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un fossé affectif entre un parent et son enfant. Pas du tout. Aujourd'hui, ce sont des choses qui ne se font plus. Pourtant, la valeur affective dans ces deux familles sera exactement la même, mais nous ne partageons pas le même système de référence. Voilà par rapport à la norme. Alors, qu'est-ce qu'un trouble psychocomportemental? Vous en avez de différentes allures, de différents aspects. Vous avez tout ce qui est vraiment comportemental pur, avec tout ce qui va être déambulation, par exemple. Vous avez d'autres troubles psychocomportementaux, même si finalement l'un et l'autre se retrouvent, hein, parce que dans la déambulation, nous ne sommes pas
dans la fugue déjà. Donc la déambulation, c'est une errance sans objectif particulier. La fugue, la personne qui sort a un objectif particulier, elle veut partir d'un point A pour se rendre à un point B, même si ce point B n'a plus vraiment de cohérence entre ce que la personne pense et la réalité. Pour vous donner un autre exemple, une personne très âgée qui va fuguer de l'hôpital ou de l'institution comme un EHPAD, peut-être même de son domicile, parce qu'en fait, il veut absolument rentrer chez lui, et ce chez lui qu'il a dans sa tête n'est plus représentatif de ce qu'il est aujourd'hui. Une personne peut très bien essayer de s'en aller, retrouver son chez-soi qu'elle a connu quand elle était enfant, parce que ça correspond à sa valeur actuelle, on va dire, pour ne pas rentrer trop dans les détails. Et finalement, va se retrouver exactement à l'endroit souhaité, mais la maison qu'il a vue dans son enfance n'existe plus. Voilà, par exemple, aujourd'hui. Alors donc vous avez tout ce qui est déambulation, vous avez aussi tout ce qui va être comportement d'opposition, d'agressivité, d'agitation. Vous avez tout ce qui va aussi relever de la régression. Vous avez tout ce qui est désinhibition, excusez-moi. Vous avez aussi tout ce qui va relever de la dépression, de l'apathie. Et tout ce qui est aussi d'allure psychiatrique, même si la régression peut aussi en faire partie. Donc, tout ce qui va être hallucination et idées délirantes. Alors, je ne vais pas vous décrire tous ces troubles, puisque ça fait aussi partie des objectifs de cette formation. La question qui va apparaître derrière cette énonciation, c'est plutôt, ok, maintenant qu'on sait tout ça, comment est-ce qu'on les accompagne? Alors déjà, il faut bien penser à ce système de normes. Ce qui fait partie de ma norme n'appartient pas forcément à la norme de l'autre. Autrement dit, il est essentiel de s'intéresser à la question du bénéfice-risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Une personne qui déambule, son comportement peut avoir un impact sur l'environnement autour de lui. Ça sera d'autant plus gênant probablement dans un milieu institutionnel où nous sommes dans une collectivité, ce qui peut l'être moins à domicile, même si en général l'accompagnant naturel va travailler, donc on va retrouver des situations où la personne est enfermée chez elle parce que finalement l'aidant ne sait pas forcément quoi faire. Et ce qui est difficile de juger bien évidemment puisque c'est une situation extrêmement compliquée. À ce moment-là, la grande question du bénéfice-risque, c'est ok, monsieur X, madame Intel déambule, ça gêne un petit peu son environnement, mais lui, il en a besoin parce que déambuler, c'est aussi une façon de gérer son stress et son angoisse. Donc, quelle est la situation la plus propice au bien-être pour lui et pour son environnement, moi y compris en tant que soignant ou accompagnant naturel? En général, la meilleure solution, c'est plutôt de traiter l'environnement plutôt que la personne à proprement parler, notamment sur de la déambulation, puisque comme je viens de vous le dire, la déambulation a un impact positif sur la personne dans la plupart des situations. Parfois, il n'est pas possible de laisser la personne déambuler comme elle le souhaite pour des raisons de sécurité évidentes. Dans ces cas-là, on peut parler de contention. Ce sont des choses qu'il faut réfléchir extrêmement régulièrement, parce qu'une contention ne va pas régler le fond du problème. Elle va juste permettre d'atténuer une situation ingérable au moment T sur laquelle il va falloir travailler. Donc c'est une remédiation d'urgence, si vous voulez, mais qui n'est pas une fin en soi. D'où la notion du bénéfice-risque. Pour vous donner un exemple très concret sur une personne qui serait en fauteuil, par exemple, qui a besoin de se relever, qui n'a pas le droit à l'appui, comme on peut dire, donc des personnes qui sont cassées le col du fémur en général, va être donc contentionnée au fauteuil parce qu'elle n'a pas le droit de se lever pour des raisons médicales évidentes, mais qui finalement, même attachée, se relève de son fauteuil et du coup bascule en avant. C'est extrêmement dangereux. Donc à ce moment-là, quel est le bénéfice, quel est le risque pour la personne de poser le pied par terre? Alors bien sûr, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse. On va réfléchir avec déontologie, avec éthique, à chaque questionnement qu'on va se poser.
L'essentiel, c'est de se poser des questions, pas de trouver des solutions miracles, et de toujours réfléchir sans arrêt. Il n'y a rien de pire que de se retrouver face au mur et de se sentir impuissant. L'impuissance, c'est l'arrêt de la réflexion, c'est le fait de baisser les bras. Il faut toujours continuer d'avancer, même si les solutions que nous trouvons ne sont pas toujours les meilleures. Enfin, la dernière chose importante à savoir, c'est comment est-ce que nous-mêmes, on peut se protéger dans ce genre de situation. Les personnes qui souffrent de troubles psychocomportementaux sont assez compliquées à accompagner parce que leur comportement peut être très changeant, il peut y avoir très changeant, pardon. Il peut y avoir beaucoup d'agressivité, ça peut être aussi très compliqué pour les aidants familiaux. Je pense notamment à des époux ou des femmes qui ont une relation affective forte, même aussi des enfants avec leurs parents, et du jour au lendemain, ce parent, ce mari, cette femme ne reconnaît pas son proche, peut se montrer extrêmement agressif, voire violent aussi envers son conjoint, envers son enfant. Et ça a un impact affectif extrêmement lourd pour l'autre, qui ne reconnaît pas forcément son parent et qui va être extrêmement attristé par cette situation. Ça peut aussi nourrir des situations de déni aussi, où l'aidant familial, ne reconnaissant pas son proche, va nier toute forme de trouble évident. Il peut aussi nier jusqu'à la maladie elle-même, il peut nier aussi l'existence même de la personne au moment T. On appelle ça des deuils blancs, il peut y avoir aussi des deuils pathologiques, des choses comme ça. Des personnes qui disent « je ne reconnais pas mon mari est mort ». Voilà. Ce qui n'est pas vrai, même si d'une certaine façon, l'image de cette personne-là qui existait avant n'existe plus aujourd'hui. Donc elle est bel et bien morte, ce qui est une réalité. Pour autant, il va être important de se construire une nouvelle image. Et ça, c'est pareil pour le soignant aussi. D'autre part, il y a tout ce qui va tourner autour de la notion d'autonomie. Alors, faites bien attention, il y a l'autonomie physique, qu'est-ce que l'autre peut faire, ne pas faire, mais il y a aussi l'autonomie intellectuelle et psychique. Qu'est-ce que l'autre peut penser, qu'est-ce qu'il peut et qu'est-ce qu'il a le droit de penser et de dire. Une personne en fin de vie, même alitée, peut encore être autonome sur certains aspects. Peut-être que c'est une personne qui va être encore en capacité d'exprimer des choix. Et ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. Dans la notion d'autonomie, il y a aussi la notion de dépendance à l'autre. On n'est pas que dépendant par rapport à une pathologie ou un état général de santé. On est aussi dépendant de la personne qui nous accompagne. Et là, il est très important de faire très attention à cette notion de dépendance. Pour vous donner un autre exemple, il y a énormément de gens, notamment en France, qui boivent un verre de vin très régulièrement, peut-être même tous les jours. Ces gens-là, alors certains vont dire qu'ils sont alcooliques, d'autres non, aiment ou besoin peut-être de ce verre d'alcool. Pour autant, ça n'a absolument aucun impact sur leur quotidien. Ce sont des gens qui vont pouvoir gérer leurs affaires de manière tout à fait appropriée. À partir d'un certain degré d'alcool, une personne qui va boire absolument à tous les repas, plusieurs verres, peut-être même dès le matin, va au bout d'un moment sombrer dans une réelle dépendance à l'alcool. Et à ce moment-là, pour pouvoir gérer ses activités du quotidien, il va avoir besoin de cette substance. Et là, on n'est plus du tout dans le même système. Voilà, à peu près tout ce que je peux vous dire sur tous ces troubles. Alors bien évidemment, pour en savoir plus, je vous invite à vous inscrire à cette formation. Ce sera avec plaisir que j'animerai cette formation. Il est possible que je fasse aussi appel à des intervenants externes, bien que jusqu'à présent, je sois la formatrice principale. Voilà, eh bien écoutez, au plaisir de vous rencontrer. J'espère que cette vidéo aura, si ce n'est suscité votre intérêt, peut-être répondu à certaines des questions que vous pouvez vous poser sur le sujet. Merci, à bientôt.